encore un peu d'énergie, je vais en profiter pour vous faire applaudir également. Dans la salle, il y a le grand David Marseille qui a fait Zizi Gate. Il est où, David Marseille? David Marseille, c'est où? Il est où, David? D'accord? David, la parole! La petite cascadeuse Guillemette Buffet, c'est elle qui saute sur les épaules du terroriste. Jolie présentatrice du journal, Gigi, elle est où Gigi? Gigi, voilà. La fierté de la justice française qui a prêté sa voix à son double, le juge Renaud Von Ruynbeck. Il est où le juge Renaud? Voilà, le juge Renaud, voilà. 2000 images que vous avez vues ont été montées par le grand Christophe Pinel. La musique que vous avez entendue, extrêmement importante dans le film, ainsi que le montage, c'est Christophe Julien, le musicien. Le régisseur, c'est Philippe Le Forestier. Philippe, c'est où Philippe? Voilà, Philippe, voilà. Et si vous avez tout entendu correctement, c'est grâce à l'ingénieur du son du plateau, ce légendaire Jean Minondo. Il est où Jean Minondo? Si vous avez des questions, des critiques, des remarques ou des insultes, n'hésitez pas. On se confronte à des difficiles, pareil, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Des questions, une fois, deux fois, trois fois. Voilà, allez-y, madame. Parlez fort, on va répéter les questions. Il y a des micros, mais le temps qu'ils arrivent, on sera tous partis dormir. Donc, parlez fort, parlez fort. Bonsoir, je reste levée. Bravo pour ce film. Monsieur Dumontel, je voulais juste, avant de poser ma question, vous remercier pour le film Adieu les cons. J'ai un souvenir particulier de ce film. Ça. Oui. Attendez, laissez-moi finir. Non, c'est juste que je crois que c'est le premier film que j'ai vu après le deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises, et il m'a vraiment émue. Il m'a mis en joie et la personne avec qui j'avais vu aussi, elle était profondément touchée. Donc je voulais vous remercier pour ce film qui vraiment m'a rappelé pourquoi j'aime tant le cinéma. Après une période difficile, on ne pouvait plus aller au cinéma. Voilà, merci pour... Si vous nous intéressez, Justement, j'en viens. Donc bravo pour ce film également qui m'a touchée. Vous avez écrit ce film, vous l'avez réalisé. Et je le trouve très juste dans la manière dont il aborde des sujets qui sont plus que d'actualité. Je voulais savoir justement qu'est-ce qui vous avait amené à écrire un tel scénario. C'était pendant le confinement, donc vous étiez privé d'être les cons. Moi j'étais un peu frustré en bon citoyen. Et c'est en voyant un documentaire sur Robert Kennedy que je recommande sur Netflix. Et Robert Kennedy, personnage résigné, héroïque, qui affronte son destin avec beaucoup de courage. Et à un moment donné où il part dans un ghetto black, il leur apprend la mort de Martin Luther King, il utilise des mots d'une conviction, d'une puissance incroyable. La seule ville des États-Unis où il y a peu de révolte ce soir-là, c'est justement cette ville où il avait parlé. Ce qui prouve que la parole politique, quand elle est de cette force-là, de ce niveau-là, elle a un vrai effet. Et donc on s'était dit, et si Robert Kennedy n'avait pas vraiment raconté ce qu'il voulait faire, c'est totalement saugrenu comme idée, d'autant plus que ça se termine par une enquête footballistique hautement improbable par M. Nicolas Marié et Cécile de France. Voilà. C'était le pied de départ. Donc un sujet sérieux pour faire un truc totalement loufoque, encadré par des acteurs qui sont prêtés au jeu. Voilà. Merci pour votre réponse. Allez, ouais. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre film. Alors j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi vous avez travaillé sur l'un des sujets, la jumélité.
c'était pas vraiment un sujet qu'on voulait traiter, mais c'était intéressant dans ce twist narratif qui est basique. On voit ça également dans Le Dictateur de Chaplin et de Sosi, de l'eau de Cernia, un film italien dont je parle de chaque fois, mais déjà également ça sur la politique LGBT. En fait, c'était intéressant de montrer qu'il y avait un enfant qui avait été éduqué, qui était devenu une bête de compétition sociale, mais qui n'avait pas été aimé, alors que l'autre, qui n'a pas été éduqué, mais il a été aimé par tonton Lior, qui est une grosse brute, mais qui l'a quand même mis à un endroit où il faut s'épanouir, à savoir la nature. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et dans la confrontation des deux, il y en a un qui n'a pas son essentiel et l'autre qui a son essentiel. Et celui qui a l'essentiel n'est pas celui qu'on croit. Voilà, c'était ça la brillante idée de la génétique. Voilà. Il y a des choses qui sont vraies, quand les jumeaux sont séparés sans le savoir, effectivement, ils dessinent double, etc., etc. Donc voilà, dans ce fou, il y a un petit peu de vrai quand même. Voilà. Et je suis étudiante en cinéma et je voulais savoir comment vous réussissez à associer le rôle de réalisateur, enfin la réalisation et à la fois l'acting. Parce que en étant tué deux fois déjà. Non, j'ai toujours fait ça. Alors, ça fait longtemps que je cherche à plus le faire parce que c'est fatigant sur le plateau, ça me gâche un peu le plaisir. Là, ça n'a pas pu se faire encore une fois pour des tas de raisons, on va dire d'intendance, de disponibilité. J'ai eu beaucoup de chance avec Cécile et Nicolas d'avoir 2 mois les acteurs disponibles tous les matins pour répéter. Et donc, évidemment, je suis plus disponible, donc voilà, je rentre dans la danse et c'est plus pratique. Mais c'est vrai que j'ai vraiment passé, ça devient de plus en plus contraignant. Voilà. C'est la dernière fois. Ici, bonsoir. Merci beaucoup pour votre travail. Selon moi, en fait, vous êtes avec Alexandre Astier, les 2 piliers de la France. Infirmier. Et je voulais juste vous poser la question par rapport à la situation politique réelle, parce que vous vous confrontez à la question de la marginalité dans votre travail depuis longtemps, je pense. Et on voit aujourd'hui comment est-ce qu'on tend à une société ultra ordonnée, jusque dans la vie privée où en fait on n'a plus le droit de penser librement, ou voilà, on n'a plus le droit de se tromper sur ce qu'on doit penser de telle ou telle chose. Et donc ça me pose 2 questions. C'est celle de Jacques Cheminade en fait, que j'ai découvert, qui est quelqu'un qui je pense est extrêmement intègre. Et tous les soirs on a un militant, je préviens, c'est le militant du soir. Ouais, je suis désolé, je ne connais pas, c'est la réalité politique, c'est ça aussi. Et donc je voulais savoir si vous aviez un avis là-dessus. Et la deuxième question, c'est quel espoir vous avez, est-ce que vous imaginez encore possible que nous, population française, on puisse contrebraquer la force des médias, la force de cette inertie qu'il y a là depuis 30 ans. Vous prêtez un sérieux au film qui n'est pas de l'intention de départ. Il y a un grand cinéaste politique qui s'appelle Ken Loach. Alors lui, c'est quelqu'un qui ose la vérité, la simplicité, l'émotion. Il dit qu'il veut provoquer l'indignation du spectateur. Moi, je considère que l'indignation est déjà là. Je cherche juste à vous en distraire. Voilà. Donc, c'est l'un de deux qui est plus petit bourgeois, en l'occurrence ma pomme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Les évocations des affaires politiques, je ne les connais pas vraiment. Je suis un mauvais citoyen, je n'ai jamais voté. Et à un moment donné, mon personnage dit c'est l'idée de tout le monde, appliquée par personne. Voilà. Je pense qu'il y a une conscience citoyenne basique par rapport au monde qui arrive. On est un peu désemparé par rapport à ça. Et le film fait une femme autour de ce désarroi et de ma perplexité. Ça ne va pas plus loin. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas d'ambition politique particulière. Encore une fois, telle qu'elle est appliquée, la politique, elle me paraît bizarre. Par contre, en faisant des films, c'est une façon de faire la politique, de vous parler et de vous raconter ce que moi je vois depuis mon fabuleux président intérieur. Voilà. Alors, les acteurs qui sont là, j'ai eu leur poser des questions, je préfère les introduire. Nicolas est celui qui a le plus de mal sur ce film, parce qu'en fait, il ne vous dira jamais, mais il n'aime pas le foot. Il m'a même dit, c'est une forme d'euthanasie populaire. Cécile ne la verra pas non plus, mais elle a rajouté c'est comme la chasse. Voilà. Et tous les deux, dans leur coin, élaborent un projet de loi comme quoi on aurait le droit de chasser les footballeurs. Je sais pas. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'ils sont bien entendus. Ils vont raconter eux-mêmes le travail de leur association. Voilà. C'est un peu inhibé, ces acteurs. Non, mais qu'est-ce qu'on peut raconter qu'on a... Oui, enfin, tu l'as dit, je sais plus, on a beaucoup répété, et c'était chouette parce que moi, j'avais un peu le rôle du clown blanc, et lui l'Auguste, et de les voir travailler ensemble, moi ça m'a vraiment aidé parce qu'il faut rentrer dans l'univers d'Albert avec douceur et joie, bien sûr, mais leur complicité et leur manière, enfin leur univers m'a plu tout de suite, donc évidemment c'est très facile d'être complice et de s'amuser en travaillant avec Nicolas, avec Albert aussi, mais c'est plus dans l'exigence quand même. Et moi j'adore ça, donc j'étais comblée.
Et c'est vrai que la mécanique du clown blanc et d'Auguste demande quand même beaucoup de travail, de précision, c'est comme l'horlogerie, quoi. Donc il y a un rythme à travailler. Moi, pour ma part, c'est vraiment un personnage que j'ai dû aller... je l'ai inventé, on l'a inventé, tu m'as guidé, Albert, et ça a été passionnant. Il y a eu un vrai travail pour ma part sur le corps, sur l'énergie, il fallait que je retienne les chevaux, et puis sur le fait qu'il ne fallait pas que je sois contaminée par l'énergie de Nicolas, qui est vraiment l'énergie de l'idiot, quoi. Du tendre, de celui qu'on préfère. Moi, je suis un peu le cerveau. Donc c'était tellement tentant d'aller dans ton énergie et ton univers, mais je ne pouvais pas. Et c'est mieux comme ça, bien sûr. Voilà. Ta version des choses. Moi, je peux pas en dire beaucoup plus que Cécile. C'est intellectuel. Moi, je peux dire qu'une seule chose, c'est que je suis amoureux de Cécile. Ma grande frustration, c'est qu'ils entendaient glousser hors plateau pendant que je travaillais, ça me frustrait un petit peu. La scène de la poubelle a été compliquée, parce que dès qu'ils se regardaient, ils bouffaient comme des papiers. Ça a pris un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps. Voilà. La musique, Christophe, combien de temps t'as passé à faire la musique? J'ai passé 6 mois, 8 mois, peut-être sur ce film-là, ouais. On a travaillé dès le scénario. Après, des petites idées musicales sont nées, des thèmes, un petit panier musical, et puis on a commencé à piocher dedans avec Christophe. Et voilà, du coup, on a trouvé les bonnes idées au bon moment. Puis on s'est amusé à le faire avec grand plaisir. Alors, Mimondo, c'est l'ingénieur du son. À chaque fois, c'est le seul qui mérite sur le plateau, il va vous parler. Voilà. Je pourrais dire sinon que c'était un énième film avec Albert, que je prends un plaisir énorme à servir ses dialogues et sa mise en scène, être le plus précis, le plus discret possible. À mon sens, oui. À mon sens, oui. Et il y a beaucoup de travail dans la voix susurrée, les dialogues du bout des lèvres, et ça, c'est un défi à relever à chaque fois, c'est très plaisant. Alors, anecdote, parce qu'il est là. Sur les 2000 plans que vous avez vus, il y a 1300 qui sont truqués. C'est vrai que Fayol, voilà, qui je traite d'habitude, c'est vraiment fait beaucoup de choses pour de fond. Voilà. Et alors, Nicolas, qui est un acteur original, pendant le tournage, était malade, il a fait un Covid, comme tout le monde, enfin, on l'a dit. Et donc, dans les semaines, il n'est pas là, en fait. Il n'est pas là. Donc, il y a un moment donné, vous voyez l'échange avec Yuri Gabriel qui fait Tonton Dior. Il y a un travelling latéral arrière, ils sont tous les deux en train d'échanger un regard devant la Gardon. Et en fait, Nicolas n'était pas là, donc Yuri regardait la paroi rocheuse, et Nicolas lui a rendu son regard un mois après sur un tapis roulant et des fonds verts. Voilà. Si vous avez rien vu, c'est que. Mais alors, anecdote sur le monsieur qui dit qu'il est discret, il a forcément une doublure qui était là. À un moment donné, j'étais en retard parce qu'il était en train de mettre un micro sur la doublure de Nicolas alors qu'il n'y avait pas de texte. Et après, on dit je vénère. Vous voyez, il y a une petite tension, il y a un petit. Vous voyez, et je parle encore, voilà, je parle encore. Je te dis pas rien. J'assume totalement mon geste. Et alors, ça, c'est Christophe Pinel, on a passé 11 mois à monter le film, on défait, on recommence et on passe par un peu tous les états d'humeur. Merci d'avoir enregistré quelques sons quand même. Non, c'est toujours un plaisir. Albert est extrêmement gourmand en images, en effets spéciaux, en musique. Donc c'est toujours un plaisir d'assembler tout ça. Voilà, ça a été un long labeur, mais voilà, en voyant le film fini, je me dis que je suis fier. Christophe Pinel, voilà, c'était une question, n'hésitez pas, parce qu'on bloque un peu là pour la soirée. Merci beaucoup pour ce film, on a beaucoup ri, c'était très très drôle. Et j'avais aussi une question pour la musique. À la fin, il y avait un thème qui me faisait beaucoup penser à ce mail de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. Ça faisait. Voilà, donc c'était pour savoir s'il y avait une inspiration ou quelque chose comme ça. Aucune. À aucun moment on a même évoqué Chaplin de cette manière-là. C'était vraiment des recherches thématiques stylisées par rapport aux séquences. En fait, souvent, action, émotion, on a vraiment créé différentes palettes dont on avait besoin. Et petit à petit, on a essayé de trouver le ton juste. Et après, les mélodies, moi j'adore faire des mélodies. Du coup, j'aime bien voir qu'il y a un thème, des choses comme ça. Souvent à ça. C'était un thème d'opéra que tu as chanté avec toi, ta voix aiguë, ça ne ressemblait pas du tout à du Chaplin. Oui, au début, c'était pas du Chaplin, du tout. Le thème d'opéra, c'était vraiment
très simple, à vrai dire. Et après, on a étoffé orchestralement avec des chœurs, on a enregistré des chœurs, des voix additionnelles, on a construit petit à petit la scène dramatique. Il y a vraiment... C'est vraiment des émissions. Il y a quelques musiques qui sont pas vues. Est-ce qu'il y en a qui ont connu la musique de Lady Vengeance au début? Ouais. Ah, quelques cinéphiles, ouais, super musique, voilà, ça on a payé très cher. Même m'a dit ça, je ne pourrais pas le refaire, donc on a acheté ça. Sinon, 80% du temps, c'est sa musique, c'est sa faute. Allez, Dieu. Par l'effort, j'ai répété la question. Oui, je voulais vous interroger sur la sécurité et sur les cascades. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est... Bien sûr, c'est guillemette. Ou est-ce que c'est complètement imaginaire et poétique? Voilà, merci. Poétique, c'est alors celui qui a pris beaucoup de coups, c'est Abdé, qui est tout le chemin de monde de kickboxing et qui faisait l'attaque en couteau. Mais toute la journée, on a fait plusieurs fois l'attaque, et c'est guillemets, il fait quand même assez costaud, il tombe dessus. Voilà. Bonjour à tous, c'est très émouvant d'être de ce côté-là. Comment ça s'est passé? Beaucoup de répétitions, un entraînement évidemment très intensif tout le temps pour pouvoir être au top le jour J. Il y avait en plus beaucoup de figurants le jour de l'attaque avec Abdé. Ça demandait beaucoup de coordination avec Abdé justement, parce que vous avez vu, il faut traverser la foule, avoir vraiment le bon appui pour pouvoir monter et saisir la gorge. Abdé est une montagne, on peut le dire. Je ne sais pas combien de large il fait, et il doit faire bien 2 mètres de haut, donc il fallait monter jusqu'à sa gorge. Et après, beaucoup de travail aussi avec l'équipe, puisque évidemment, le décor a été protégé. Quand je suis projetée contre la barrière, il n'y a pas d'équipe de décor, mais il y avait de la mousse pour que je tape pour de vrai, mais que j'y laisse pas complètement tout mon corps. J'avais quelques bleus évidemment, mais ça fait partie du Les chasseurs, c'était des copains, vous? Les chasseurs, c'était des copains. Ah oui, tout à fait, les chasseurs, j'aime bien, c'est mes copains, du coup je les tape. C'était des cascadeurs évidemment. Ouais, non, on les voit plus, ils parlent plus, pas plus. Une question? Oui, bonsoir. Oui, là, tout derrière, au fond, à votre droite. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour ce film. Ensuite, on avait une question. On a vu que Pierre-Henri Mercier avait de belles valeurs, de beaux objectifs qui l'ont poussé à faire sa campagne. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Pierre-Henri Mercier et dans le vôtre? Les choses auxquelles les bonnes idées de tout le monde et que personne n'applique, c'est ce qui est demandé dans le film. À noter que Mercier, c'était le nom de résistant de Jean Moulin. Pierre-Henri, c'est un prénom inventé. Mais non, voilà, il y a un programme positif, mais j'ai pas le détail, vraiment, je serais incapable, pour le coup, je suis rentré dans un film politique. Et ça a l'air chouette, Cécile lit l'iPad avec beaucoup de ravissement, il y a une musique de Christophe qui accompagne ça, un travail de lumière aussi spécifique pour montrer le temps qui passe, le papillon, enfin bref, ça a l'air joli ce qu'elle dit. Précisément, je sais pas, voilà, c'est certainement quelque chose qui s'occupe de vous, voilà, de partager pas mal de choses, c'est pas ça, mais j'ai pas de programme politique, je suis vraiment désolé, j'attends encore un peu à me présenter. C'est parfait. Déjà, je voulais vous remercier pour le film. Et ensuite, j'avais une question, enfin, 2 questions plutôt. D'une part, ce serait pour savoir d'où vient cette envie de travailler avec les effets spéciaux, tout ce qui est VFX. Alors, d'abord, j'ai maintenant des budgets qui me permettent d'accéder à ça. Ensuite, ça me permet une maîtrise totale de la lumière. Et surtout, ce film est narrativement hautement improbable, mais émotionnellement, il est assez cohérent grâce à Nicolas et Cécile, notamment, et les autres acteurs. Parce que je peux travailler avec eux dans le silence et le cadre absolu. Quand on est dans l'extérieur, c'est assez contraignant. Il y a les météos, il y a les faustins, il y a la pluie, il y a le bruit. J'ai vraiment du mal. Avec un seul décor extérieur qu'on a fait, c'est justement dans les sirènes. Mais le reste, j'ai une maîtrise totale et sur la lumière qui est très tranchée. C'est Julien Popard qui a fait Les Misérables de la FGI. Et puis après, le travail des acteurs, on peut chuchoter sur le plateau. Vraiment, c'est très important pour moi. L'épice qui va vous faire avaler cette chose invraisemblable, c'est les acteurs. Et pour ça, il faut une sorte de concentration maximale. Des fois, on fait des choses très simples. Peut-être que David peut nous raconter Zizi. Tu pensais t'en sortir comme ça? David, Zizi, alors quand même. Voilà, donc David Marcel, dans l'émission, alors David, j'ai juste envoyé un SMS, c'est que tu es d'accord pour faire un gag sagace et fugace et l'avoir raconté. Voilà. Oui, bonsoir. C'est vrai que suite, mais maintenant je poserai des questions avant de venir. Non, mais c'est toujours un plaisir de venir participer au cinéma d'Albert.
c'est singulier, c'est un des rares auteurs de comédie en France, donc c'est toujours un plaisir. Et oui, je tiens à préciser que c'est un... Enfin, voilà, il y avait un accessoire. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Là, je précise, il y avait 3 tailles, 14, 18 et 21, il a quand même pris 18. Voilà. Humilité. Voilà. Bonsoir. Ici. Oui, je vais voir. À droite. Je vous félicite pour ce film, mais il y a quelque chose qui me tracasse. C'est qu'on parlait de Adieu les cons tout à l'heure, et alors il y a quelque chose de lié entre Adieu les cons et ce film, c'est le rapport à la mort. J'ai l'impression que vous avez un rapport assez spécial, original avec le suicide, puisque dans Adieu les cons, il y a un suicide, et dans ce film... Alors, vous sous-entendez que je suis dépressif. Voilà, il y a des têtes, quand je les vois, je me sens mal. Non, plus sérieusement, en fait, Adieu les cons, s'il n'y a pas cette fin-là, c'est un mobile social qui ne donne pas forcément de grandeur. Il y a une phrase de Ravel, il n'y a pas de grandeur sans tristesse, donc ça revient régulièrement dans ma psyché. Et sur ce film important de Robert Kennedy, comme je vous l'ai expliqué, Robert Kennedy, ça s'est pas bien terminé, donc voilà, c'est pour ça qu'on a été forcé d'avoir une issue tragique. Mais dans le prochain, normalement, ça devrait mieux se passer, ça va s'appeler Il faut brûler maman. Donc dès le départ, c'est vrai, voilà, ça ne pourra que s'améliorer. Voilà. Mais c'est une coïncidence, pour l'instant, je me sens encore assez énergique. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup déjà, c'est merveilleux de vous voir tout cela ce soir. Merci Monsieur Dupontel, c'est un bonheur à chaque fois de voir vos nouveaux films. Merci Monsieur Marié parce qu'on commence à s'habituer à vous et puis on aime bien vous voir à chaque fois. Vous faites un peu partie de la famille, quoi. Vous faites partie, on a grandi un peu avec vous, avec vos personnages et c'est du bonheur. Alors une petite question un peu rêveuse d'abord, c'est vous croyez Monsieur Dupontel qu'un autre monde est possible? Et puis, vous croyez qu'un autre monde est possible, et puis ça ressemblerait à quoi, d'après vous? Alors, c'est pas militantiste, c'est pas politique, tout ça. Mais je comprends la question, mais là, je sens une certaine dépression, pas chez nous, mais chez le spectateur. C'est un peu gênant. Non, mais une réponse simple, je crois au genre humain, j'ai des enfants, donc je n'ai pas de meilleure réponse par rapport à ça. Après, quand est-ce que ça va s'améliorer? Moi, j'ai plutôt peur que ça se dégrade, puis quand on aura touché le fond, boum, on remontera. Après, est-ce qu'il y aura des survivants? Je ne sais pas. En tout cas, si on a dans 3 ans, on viendra représenter un film, c'est sûr. Mais non, je suis perplexe comme vous par rapport au monde qui arrive, je sais pas. J'ai l'impression que les gens, pas seulement en France, mais un peu dans le monde, ne sont pas vraiment les gens aptes au monde qui arrive, qui est un monde où on devrait être plus sage, un peu moins frénétique, s'occuper plus de l'environnement, etc. Bon, c'est pas vraiment, on entend encore parler de PIB, de 440, d'indice de croissance, c'est une course-poursuite permanente. Voilà, donc c'est ce que permet d'évoquer ce petit film. Là, c'est pas autre chose. Mais pour le reste, j'ai pas vraiment de solution, sinon je ferais de la politique, je préfère faire du cinéma, voilà. Ouais, ça tombe bien, je vous demandais pas des solutions, c'était juste un rêve comme ça. Ah ouais. D'accord. Moi aussi, je me fais un peu de la gueule, alors voilà. Et puis après, il y avait une petite deuxième question au fur et à mesure, vos personnages. Depuis Bernie, où il est complètement en dehors de la société, en passant par le faux CRS, qui est juste merveilleux, mais à côté. Et puis la gueule cassée, qui se retire de la société pour vivre. À chaque fois, vos personnages, ils doivent se retirer pour pouvoir goûter à la vraie vie. Et là, le mec, en fait, à la fin, il meurt quand même. Du coup, c'est quoi? Oui, mais il y a un autre qui arrive, qui est retiré, qui rentre vraiment, c'était ça l'astuce. Non, mais oui, c'est vrai, c'est encore une fois, les marginaux m'ont toujours fasciné. Il y a une phrase de Sioran, les grands sont intéressants parce que d'une certaine façon, ils annoncent l'avenir. Voilà, ça m'a toujours fasciné. Mais j'ai aucune raison à ça en plus. Moi, mon père, quand il a fait Bernie, il m'a dit qu'est-ce que je t'ai fait, c'est pour vous dire. Donc j'ai aucune raison à ça, mais ces gens-là me touchent et ils m'intéressent. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont assez récurrents. Voilà. Bonsoir. Vous êtes où? Je suis là. Merci d'abord pour le film. J'ai beaucoup aimé les 2 références, celle de Carlos Ghosn notamment, quand vous êtes dans la caisse du traiteur, et la scène de fin où votre personnage meurt, qui fait référence à Jean-Paul Belmondo, au professionnel. Et sinon, ma question, c'est plus sur l'écriture. C'est combien de versions du scénario vous avez écrites? Parce que vous avez écrit ça pendant le Covid, donc j'imagine qu'il y a eu... Alors, jusqu'au bout, je réécris, et après je m'isole avec les acteurs, et on recommence une écriture. Cécile et Nicolas peuvent en témoigner. Pendant 2 mois, j'adapte les dialogues à leur présence, et puis après on a fait des réalités sur ce film. Le gros défaut de ce film, c'est qu'il est gourmand, et
Et donc, si quelqu'un peut faire pipi, il revient et il comprend plus rien au film. Donc ça, c'est tout qu'on s'est rendu compte. Donc on a fait des rités pour éclaircir le film, des flashbacks étaient pas dedans, etc. Ça, donc on écrit beaucoup. Après, les acteurs arrivent, on réécrit, et pendant le tournage, et après, on recommande des scènes, parce que pour être plus apte par rapport à la compréhension de ce film. Qu'on n'aime pas le film, ça c'est un risque qu'on prend, qu'il soit trop long ou trop confus, c'est une faute professionnelle. Donc on essaie d'éviter ça, on essaie, je dis pas qu'on y arrive, on essaie. Alors ça prend du temps, ça prend 3 Woody Allen. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Merci pour le film. Voilà, c'était tout. Je suis ici. Du coup, ma question c'était, vous avez une esthétique dans vos films avec beaucoup d'effets spéciaux aussi, ça a déjà été dit. Est-ce que dans les premières fois, par exemple les réunions, vous avez voulu peut-être aborder le sujet, ça a été difficile de faire passer cette esthétique sur la Non, pas du tout. Je dessine très précisément les films, j'ai des storyboards sont gros comme des bottins. On fait des réunions avec des gens auxquels je tiens beaucoup, cadreurs, machinaux, VFX, s'ils sont pas là, je les attends, s'ils sont pas dispo. Non, ça c'est un truc qui est très maîtrisé. Après, l'irrationnel sur le plateau arrive avec les acteurs. Les acteurs qui arrivent, c'est irrationnel. C'est là qu'il faut être concentré, parce que ce qu'ils vont donner ce jour-là, c'est un truc particulier qui sera qu'une fois. Mais la technique, elle est très préparée. Il y a un point d'ouverture avec un travelling arrière dans une voiture, c'est totalement impossible. Donc ça, la voiture est à l'arrêt, il y a des éclairages se donnent sur le côté pour donner le sentiment qu'elle avance. On va filmer les facettes dans Paris, on les incruste après dans le pare-brise. On amène la caméra tout près du rétroviseur, recouvert de fond vert, sinon il y a toute l'équipe au grand complet qui fait couper dans le rétroviseur. On recule, les appuis hygiène, alors on les retire, on les refait après en 3D. Tout ça pour un mouvement de caméra, et c'est une façon de dire la forme, c'est celle d'une femme, le contenu c'est complètement romanesque, et la forme va être comme le contenu. Donc cette grammaire-là, expressive, excessive et tout, elle est délibérée, elle est voulue. En général, ça se passe très bien. Le gros travail irrationnel, encore une fois, c'est avec les acteurs. C'est là qu'il faut être sur le coup, tout l'intérêt du studio, tout l'intérêt de la répétition pour que cette chose invraisemblable soit rendue très sincèrement. Encore une fois, avec Nicolas Cécy et les autres, j'ai été très sérieux. Donc du coup, on peut faire des effets spéciaux dans le cinéma français. Ah oui, non, c'est pas, ils sont deux sur 2000 points, il y en a 1300 qui sont truqués. D'accord. Et juste, ce serait pour la scène de l'aigle. À un moment, il y a un aigle qui vole au-dessus d'un lac. J'avais une question sur qu'est-ce que ça représente cette scène-là. L'idée, c'est que d'abord techniquement, c'est relié d'un point de départ à un point d'arrivée, ce qui partent pour aller à d'autres endroits, le fameux moulin. Une des façons de raconter ce qu'ils sont en train de défendre, c'est voir la nature, c'est de passer par un aigle qui n'était pas un vrai aigle, c'était un aigle en 3D, il y a 4 mois de travail. En général, il y a un ornithologue qui lève la main et qui dit Monsieur, que fait un picard dans les célèbres? Et voilà, l'ornithologue, c'est un bizarre métis, c'est une race qu'on a inventée. Voilà. Donc ça, c'était un gros travail de CGI, mais l'idée était vraiment onirique, voilà, de raconter ce que ces gens-là sont en train de défendre, et puis les décors étaient magnifiques, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut voir ça. D'accord, merci. Si vous êtes endormi pendant ce temps, c'est ce que Alors, une dernière question, parce qu'après, toute la dernière question. Bonjour, merci de répondre à ma question. Donc tout d'abord, merci à toutes et à tous pour ce film. Tout d'abord, j'avais un petit message à adresser de la part de ma copine qui n'a pas pu être présente, qui voulait vous remercier pour 2 jours à tuer dans lequel elle vous trouve exceptionnel. Et j'ai une question. Alors, on parlait tout à l'heure de vos références par rapport aux jumeaux, notamment le dictateur de Chaplin, et j'en ai pensé à une, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais en même temps je vais poser une autre question. Est-ce que par hasard, Kagemusha de L'ombre du guerrier de Akira Kurosawa est une référence, car il y a beaucoup des thèmes. J'ai vu tout Kurosawa, donc c'est une référence, mais objectivement c'est inconscient sur ce film. Mais j'ai tout vu de tout Kurosawa, je suis un grand fan de plein de films de Kurosawa, La légende de Grand Judo, etc. Mais là, dans ce film, c'est pas immédiat. Il y a un film, c'est le cinéphile qui est plus intéressant, c'est Binizer de Alain Julie, avec Peter Sellers, qui est un film absolument majeur que j'ai vu il y a très longtemps et qui revient comme un truc récurrent. C'est Peter Sellers qui a un débit léger et qui est pris pour un grand économiste et qui est sur le point d'être élu dans une campagne présidentielle américaine. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, mais il y a déjà longtemps. C'est une référence qui revient, mais pas vraiment Kurosawa dans l'instant. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, je voulais quand même poser la question par rapport à votre amour pour tous ces effets plastiques, est-ce que par hasard, est-ce que du coup ça vient de Kurosawa et de... Non, plutôt milieu des années 80, les frères Cohen, Verhoeven, Brasil et Tarantino qui m'ont marqué. J'ai toujours dit, alors quand la cinéphilie s'est approfondie, les années 30 en France, je recommande Renoir, les premiers plans de Crime de Monsieur Lange et une grande rue, c'est incroyable, un Sofus dans les années 50, du Vivier avec Panique, Éclairage incroyable, etc. Donc le vrai cinéma français que moi je biberonne, c'est le grand cinéma des années 30. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Bon, merci à tous d'être venus. Alors, avant de partir, on a regardé sur Internet et puis on a vu qu'il y a plein de Parisiens qui, à cause du réchauffement climatique, ils sont en Bretagne. Alors en Bretagne, c'est là où je vis un petit peu, et ils m'ont dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ces Parisiens qui viennent bouffer nos crêpes? Et donc, ils m'ont dit, puisque tu es à Paris, demande-leur de l'argent, c'est ce que je vais faire. Alors, il y a quelques mois, ce que je suis en train de faire, j'ai rencontré dans mon Normandie, j'ai rencontré une dame, je pensais qu'elle était plus vivante, en fait c'était ma nounou quand j'étais beau, et c'est une dame qui s'est occupée toute sa vie des enfants, et avec le temps elle est devenue aveugle, et elle continue à s'occuper d'enfants aveugles. Et la subvention, 80 000 € par an, n'a plus donnée par la Normandie qui a passé dessous. 80 000 €, je pense, c'est une heure d'entraînement de Mbappé, je pense que tout le monde comprend bien. Donc voilà, si vous voulez faire un petit geste, un petit QR code, et puis voilà, je vous laisse avec pas de conscience et vos iPhones. Voilà.